Acheter un bien immobilier, faire du locatif, acheter un immeuble de rapport, c'est parfois la question un peu folle qu'on se pose quand nos finances commencent à le permettre. Je m'appelle Stéphane Méco, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, quel sujet on va aborder? Tout simplement le sujet de la revente de biens immobiliers. Alors pourquoi la revente de biens immobiliers? Tout simplement vous avez compris qu'à un moment donné on allait être bloqué dans nos investissements immobiliers si on ne fait pas des arbitrages. Des arbitrages immobiliers. Alors les arbitrages, on a déjà un peu évoqué le sujet dans le tout premier épisode où j'expliquais un petit peu notre parcours et nos premiers arbitrages. Mais simplement ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque à un moment donné ne peut plus nous suivre. Soit parce qu'on a trop d'encours, c'est-à-dire qu'on a trop de crédits simultanément ouverts, on va dire, sur notre épaule, et donc du coup, ça paraît compliqué pour la banque de pouvoir nous suivre à cette hauteur-là de financement. Ou alors, ça peut être aussi le taux d'endettement. C'est-à-dire si vous avez un taux d'endettement qui devient trop important, pareil, de la même façon, la banque ne va plus vous suivre non plus. Même si vous présentez un projet béton avec un business plan béton, etc., la banque ne vous suivra pas si elle n'a pas la certitude finalement de pouvoir se faire rembourser. Ces règles-là sont encore plus drastiques depuis 2021, puisqu'on sait qu'en 2021, les nouvelles consignes au niveau des banques ont vachement serré le truc. On peut difficilement dépasser les 35% d'endettement. On peut difficilement réussir à avoir des crédits s'il ne nous reste pas du tout un minimum d'effort d'épargne, etc. Donc il y a plusieurs critères qui sont entrés en compte, et donc forcément c'est de plus en plus compliqué pour obtenir des financements. Donc quand on a déjà un premier patrimoine immobilier avec des premiers achats, vous allez vite vous rendre compte que vos premiers achats ne sont pas forcément les plus rentables, tout simplement parce que on essaye quand on commence dans l'immobilier à plutôt avoir un équilibre, un autofinancement, c'est-à-dire que grosso modo les loyers qui rentrent permettent de payer les charges et de payer les crédits, etc. Mais on ne gagne pas grand-chose sur le bien. Donc ça c'est l'autofinancement. Et donc généralement les premiers biens qu'on achète quand on commence dans l'immobilier, on est plutôt sur de l'autofinancement. C'est exactement ce qui se passe chez nous, puisque je vous rappelle donc on avait acheté initialement un duplex, un studio, et puis l'année suivante deux autres studios. Et donc ces quatre biens finalement étaient en autofinancement, voire même légèrement en cash flow négatif. Si jamais il y avait des travaux, des choses comme ça sur la résidence, on basculait en cash flow négatif. Donc ça veut dire qu'on avait vraiment très 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 peu de marge de manœuvre sur ces biens-là. Donc on a fait un choix, en se séparant du premier duplex, comme vous avez suivi dans les épisodes précédents. Et puis on a fait le choix de poursuivre un petit peu ce délestage, puisqu'on a mis en vente finalement les autres studios qu'on avait encore, tout simplement pour se libérer très rapidement du crédit de la maison, de l'habitation principale. Tout simplement parce que voilà, normalement si toutes les ventes vont bien à leur terme, on devrait pouvoir se libérer d'ici 3-4 mois de notre crédit de résidence principale, ce qui va changer significativement la donne, puisque vous avez bien compris que la résidence principale c'est du passif à 300%, ça veut dire que c'est pas de l'actif, c'est pas quelque chose qui vous ramène de l'argent, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, tout simplement parce qu'on n'a pas de loyer qui rentre, tout simplement parce qu'on n'a que des charges d'entretien, de crédit, etc. Et donc forcément ça c'est pas un bien qui est intéressant pour de l'investissement immobilier, puisque ça apporte une garantie à la banque, mais par contre ça ne nous fait pas gagner un centime, donc du coup ça ne nous fait pas gagner de crédibilité au niveau de la banque, et au contraire ça nous grève un peu même beaucoup notre taux d'endettement. Donc le but pour nous, ça va être en effet de vendre ces différents biens pour pouvoir derrière après solder notre crédit de résidence principale. Et puis là ça sera la première, on va dire, l'étape supplémentaire pour pouvoir continuer nos investissements locatifs dès j'espère fin 2022, puisque l'immeuble de rapport sera normalement terminé fin 2022, et donc du coup on pourra enchaîner sur un autre immeuble de rapport que je vais mettre à la recherche, on va dire aux alentours du mois d'avril-mai. Je vais commencer à rechercher un peu pour pouvoir au bout de 6 mois décanter sur un nouveau projet. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on fait de l'immobilier, et notamment justement cet arbitrage immobilier qui est hyper intéressant pour valoriser un petit peu notre patrimoine.
Alors pourquoi aborder ce sujet-là aujourd'hui? Tout simplement parce que au niveau de l'immeuble de rapport, il se passe pas grand-chose en ce moment. Pas grand-chose, en tout cas de visible. Ça veut dire qu'on a eu, comme vous le savez, on a eu l'accord de financement, on a eu tous les papiers, on a eu l'accord pour les travaux, on a eu plein de choses. Et là, on arrive du coup maintenant au moment de la signature finalement de l'acte définitif. Alors il vous sera pas échappé qu'on est encore emmerdé avec ce putain de coronavirus et que du coup, on peut pas faire tout dans les normes et tout normalement. Donc en fait les signatures vont se faire de façon électronique et donc j'ai signé les documents hier de façon électronique, ce qui fait que du coup on devrait récupérer les clés soit aujourd'hui soit demain de notre immeuble de rapport. Donc voilà, malheureusement pas grand chose pour l'instant à vous présenter, mais on reviendra je pense sur le podcast de la semaine prochaine. Et pour ceux qui écoutent en podcast pur, je vous inviterai à aller voir plutôt sur YouTube, puisque je vous proposerai très certainement une visite de cet immeuble de rapport, puisqu'on sera sur la première semaine et avant tout travaux. Donc ça permettra d'avoir vraiment l'état des lieux exact et de vous montrer un petit peu ce projet de visu, on va dire. Alors aujourd'hui, un petit focus sur les ventes immobilières, tout simplement parce que quand on fait de l'immobilier, on pense surtout qu'on va acheter de l'immobilier. Donc c'est très bien d'acheter de l'immobilier, hein. Moi personnellement c'est ce que je préfère. Mais par contre, on peut aussi être amené à vendre de l'immobilier, et là c'est pas du tout le même boulot. Alors la vente immobilière se fait de façon assez classique, hein. C'est-à-dire que généralement, en tout cas moi je l'ai fait comme ça, j'ai rédigé une annonce qui finalement se ressemble assez fort à une annonce de mise en location finalement, parce qu'on présente le bien, on présente la résidence, on présente les services qu'il peut y avoir dans le bien, les charges, etc. Alors, la différence prix entre une location et une vente, c'est juste de préciser les chiffres du foncier, c'est préciser les chiffres des impôts divers qu'on pourra avoir, des charges de copropriété. Ça, c'est des choses que le locataire lui s'en fout, parce que finalement ce qui l'intéresse c'est juste son loyer et sa provision de charge. Alors que le futur acheteur, lui, au contraire, va s'arrêter sur tous les chiffres qui vont à côté et qui vont permettre de déterminer finalement le cash flow qu'il pourra obtenir à la fin de son investissement. Donc du coup voilà, donc on a rédigé l'annonce, on l'a mis sur le bon coin, etc. Alors il y a eu deux approches. Comme vous le savez, au niveau du duplex, la vente, donc maintenant je peux en parler plus librement puisqu'elle elle est attaquée, c'est signé, etc. Donc on peut pas, voilà, la vente est terminée, donc on peut en parler plus librement. Ça a été très rapide en fait, ce que je vous expliquais, puisque finalement j'ai pris une stratégie où j'ai organisé des visites de façon serrée. Ça veut dire que du coup il y avait plusieurs contacts, j'avais 3 contacts possibles pour la vente de ce duplex. Et donc j'ai organisé les visites à un quart d'heure d'intervalle. Donc c'est à dire que voilà, c'est de la petite surface, hein, d'accord. Donc c'est à dire qu'une visite normale menée normalement, on va dire, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Là, j'ai fait exprès de mettre un rendez-vous tous les quarts d'heure, tout simplement parce que je voulais absolument que les futurs acquéreurs potentiels se croisent dans les couloirs. Ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que on montre le côté un peu rare du bien. C'est-à-dire que si vous avez qu'une seule personne qui visite, elle voit qu'il n'y a pas de concurrence, elle ne se sent pas menacée, et donc du coup, si elle ne se sent pas menacée, elle ne se sent pas dans l'urgence de devoir faire une proposition. Là, c'est pas le cas, puisqu'en fait, là, finalement, je descendais avec le premier couple avec qui j'ai fait la visite, et le deuxième couple m'attendait déjà en bas. Idem pour le deuxième couple, quand j'ai fait la visite avec le deuxième couple, le troisième couple commençait à déjà rentrer dans la résidence, et donc forcément, ils se sont croisés, etc. Et donc, ça a créé finalement un petit côté challenge pour eux de se dire ouais, mais nous, il faut absolument qu'on aille vite, parce que sinon, il va nous passer sous le nez, parce qu'il y a du monde qui est intéressé par ce bien-là. Alors ça c'est pareil, alors, c'est pas joli, mais n'hésitez pas un petit peu à mentir quand vous faites des visites. Alors si vous avez plusieurs visites à passer, faites-les vraiment de façon regroupée, comme ça permet de vraiment challenger. Alors je suis pas encore passé à l'étape au-dessus, c'est-à-dire qu'apparemment il y a certaines personnes qui arrivent même à organiser les visites en même temps. Et donc du coup ils font qu'une seule visite avec plusieurs acquéreurs. Ouais, moi je suis pas passé quand même dans ce truc-là parce que j'aime bien le côté un peu feeling qu'on peut avoir avec les personnes. J'aime bien prendre le temps d'échanger avec eux, de discuter, etc. Mais par contre, j'hésite pas à leur mettre la pression. C'est-à-dire que voilà, même si des fois c'est des petits mensonges, ouais, alors si j'ai eu une visite la semaine dernière, je vais lui dire que j'en ai 2 ou 3 pour mettre un peu la pression, pour faire comprendre qu'il y a du monde sur le bien. Là par exemple, j'ai un studio, je m'en parlais aussi puisqu'il est en signature, il est déjà signé, pour lequel j'ai encore des annonces Le Bon Coin, donc j'ai encore des personnes qui me recontactent par Le Bon Coin, et puis je leur indique tout simplement, ouais, mais il y a déjà eu 6 visites, donc j'attends avant de programmer une nouvelle visite, et j'attends un petit peu. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire monter un petit peu la pression finalement des acquéreurs. Mais j'ai envie de dire qu'avant même de rencontrer et de vous visiter ce bien, faites bien attention aux acquéreurs que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'on le sait, votre temps il est précieux.
Donc n'allez pas le gâcher à rien. Ça veut dire qu'un quelqu'un qui veut visiter le bien, avant même de lui proposer une date, moi j'échange avec eux par téléphone. Je veux savoir pourquoi ils recherchent un bien. Est-ce que du coup ce bien peut correspondre au bien que moi j'ai à vendre? Je veux savoir aussi de quelle façon ils imaginent financer ce bien. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes parce que pour vous, ça va être décisif pour la vente, hein. N'oubliez pas que si c'est quelqu'un qui va devoir faire un crédit, déjà il y a le risque de refus du crédit, d'accord? Et c'est une procédure qui va prendre au minimum 80 jours. Donc ça veut dire que vous avez déjà 60 jours de recherche de crédit, le temps que les offres soient éditées, etc. On est facilement sur du 80 jours. A l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de financement à chercher et à trouver, c'est-à-dire qu'il achète au comptant, bah là ça va aller beaucoup plus vite. Parce que du coup, mis à part le notaire qui va traîner un peu pour récupérer les droits de préemption, etc. au niveau de la commune, mais sinon après derrière ça peut aller, ça peut dégainer, on va dire, aller en 3 semaines, un mois, ça peut être réglé quoi. Donc vous voyez, ça dépend les dossiers, mais on peut gagner énormément de temps si en effet c'est quelqu'un qui paye au comptant son achat immobilier. Alors c'est quand même relativement rare à trouver, sauf sur de la petite surface. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe chez nous, puisqu'on n'est que sur des petites surfaces aujourd'hui. Et donc du coup, bah, forcément sur de la petite surface, oui, trouver quelqu'un qui a 60-70 000 euros de côté, c'est trouvable. Trouver quelqu'un qui par contre a acheté une maison à 250 000 euros cash, là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc tout va dépendre aussi des surfaces, mais ce qui est sûr, c'est que prenez bien le temps en amont d'appeler les personnes, de discuter avec eux, de comprendre leurs projets. Vous allez perdre peut-être un quart d'heure, 20 minutes au téléphone, mais vous allez gagner tellement de temps après pendant la visite, ça c'est indéniable. Donc voilà, donc moi ce que je fais généralement c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai des contacts, alors généralement nous on passe quasiment que par le Bon Coin. Sur le Bon Coin on a pas mal de contacts, on a pas mal d'agences qui s'interfèrent aussi, même si on spécifie bien qu'on ne veut pas passer par agence, mais il y a toujours quand même qui tentent leur chance. Alors ça c'est bien, hein, ça me permet de défouler un petit peu. C'est-à-dire que voilà, dans la journée je sens qu'il y a un appel, alors en plus le téléphone maintenant moderne reconnaissent un peu ces numéros-là et donc ils te les affichent déjà comme étant des spams. Donc du coup quand tu décroches, bah là tu peux t'amuser un peu. Tu peux t'amuser un peu à les faire traînouiller, tu peux t'amuser un peu à les engueuler, etc. Donc voilà, moi je me défoule un petit peu, c'est mon petit défouloir quand il y en a un qui m'appelle. Généralement je leur mets un peu de coup de pression. Alors les pauvres ils y sont pour rien, hein, parce que ceux qu'ils appellent finalement c'est juste des centrales, hein. C'est des centrales d'appel qui après refilent leur numéro de téléphone ou les rendez-vous qu'ils ont réussi à avoir aux agents immobiliers qui sont sur place. Donc c'est un petit peu dégueulasse de ma part, mais bon, des fois ça fait du bien de se défouler. Donc voilà, donc ça veut dire que derrière, moi je prends un premier contact téléphonique avec les personnes qui sont intéressées pour visiter. J'essaie de voir vraiment leur ambition. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai la place, on va dire, pour faire 4 visites, et que dans les 4 visites, j'en ai un qui me dit ouais, mais je suis en tout début de ma recherche, je sais pas trop si je pars sur du studio, de la maison, etc. Ou si je fais du Airbnb, ou si je fais du meublé, je sais pas trop, c'est vraiment pour voir. Ou quelqu'un qui me dit bah non, moi j'en ai déjà 3 et je sais que je connais la résidence et je sais que c'est là que je veux investir, bah forcément celui-là il va passer avant quoi. Malheureusement pour tous ceux qui ont des projets naissants, vous passez après ceux qui ont déjà des projets mûris. Tout simplement parce que quand on vend, même si on dit toujours qu'on a le temps pour vendre, bah, plus on vend vite et mieux c'est quand même quoi. Donc c'est-à-dire que là c'est un peu le cas pour nous. C'est-à-dire que comme on est sur de l'arbitrage immobilier, clairement on a le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence. Je veux dire que je paye 1 ou 2 mois de plus mon crédit IMO maison de résidence principale, ça va pas changer la face du monde, hein. Aujourd'hui on arrive à le payer, il n'y a pas de souci, on n'est pas endetté, on n'est pas surendetté, on n'est pas. Voilà, on s'en fout. Donc, mais disons que si une vente peut aller vite, et ben, c'est encore mieux, c'est du tout bénéf pour tout le monde. Donc ça c'est bien de bien échanger avec eux pour bien comprendre le projet qu'ils ont et de voir si en effet bah, ça peut coller. J'ai le cas aussi par exemple de personnes qui me disent ouais moi je veux faire du Airbnb pour gagner un max d'argent, etc. Ouais mais sauf que là on est dans une copro et la copro ne permet pas le Airbnb. Bah je suis désolé mais je préfère être cash avec eux en leur disant vous savez par contre vous êtes dans une copro qui n'autorise pas le Airbnb. Ben voilà, c'est tout. Après, s'ils disent, bah, c'est pas grave, on va quand même l'acheter en meublé, ok, ça marche. Mais si par contre ils disent, oh, non, bah, du coup ça colle pas avec notre projet, bah, tant mieux. Je leur ai pas fait perdre du temps, j'ai pas perdu le mien de temps, et c'est quand même beaucoup mieux d'échanger sur quelque chose de concret. Et je pense que les gens apprécient aussi la franchise. Moi, quand je les ai au téléphone, ils me disent bah, pourquoi vous vendez, vous n'êtes pas rentable, etc. Et je dis bah, c'est même pas une question de rentabilité, puisque c'est des biens qui s'autofinancent, on peut pas être rentable avec des petites surfaces comme ça dans cette ville-là. C'est tout, le décor est planté, ils le savent. Et puis derrière, bah, je leur explique que non, c'est l'arbitrage immobilier pour pouvoir acheter des immeubles de rapport. Donc c'est tout, ça se comprend, ça s'entend. Alors les intéressés veulent savoir ça en fait pour savoir s'ils sont pas dans une situation plus délicate. Genre une succession, genre un divorce, genre des choses comme ça. Parce qu'on sait très bien que le mec qui divorce, bah, lui par contre il va être pressé de vendre.
Donc s'il est pressé de vendre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va brader son prix. Alors c'est pareil, une fois de plus, on est sur de la petite surface, donc le bradage de prix, il ne peut pas vraiment s'entendre. Mais ça pourrait arriver quand même qu'on baisse significativement le prix si jamais, en effet, il y avait un cas de divorce, il y avait un cas de séparation ou un héritage avec les enfants qui se disputent pour avoir leur partie. Voilà, ça peut s'entendre qu'il y a de la négociation à faire là-dessus. Nous, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc c'est pareil, je plante le décor en disant simplement que voilà, c'est un arbitrage immobilier. On a acheté un immeuble de rapport, il est déjà acheté, les travaux vont commencer là dans la semaine. Donc il n'y a pas de souci, c'est déjà financé, etc. C'est juste du bonus pour nous finalement, quoi. Comme ça, déjà, au moins, les acquéreurs, ils savent que je suis pas pressé, quoi. C'est pas eux qui vont mettre la pression et je prendrai pas de décision à la hâte. Je prendrai pas de décision que je risque de regretter après si je les prends un petit peu en urgence. Donc déjà, un long échange téléphonique, ça c'est hyper important. Au moins, ça permet de bien connaître le profil de l'acheteur et ça permet de bien voir si en effet ce bien-là peut vous intéresser. Alors, si comme nous, vous avez plusieurs biens à vendre simultanément, puisque nous, du coup, on en a mis 3 à vendre simultanément, il y a déjà une première chose à faire, c'est de solliciter le locataire en place. Parce que peut-être que le locataire en place serait intéressé lui-même pour acheter le bien. On ne sait jamais. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur un de nos studios. Puisque un de nos studios donc, qui est occupé par un étudiant, du coup j'ai envoyé un petit message au papa de l'étudiant en disant que voilà, moi je comptais le mettre en vente très prochainement. L'annonce n'était pas encore sur le bon coin, j'ai joué réglo, il est passé en premier. J'ai pas eu trop de nouvelles de sa part. Et donc du coup, à un moment donné, je lui ai adressé, je lui ai envoyé un message au locataire en disant voilà, comme prévu et comme j'avais prévenu votre père, on l'a mis en vente le studio. Est-ce que vous pouvez donner vos dispos pour pouvoir programmer progressivement des visites? Et donc le fait d'envoyer ce message-là par rapport à des visites, ça a mis un coup de pression finalement au locataire. Et j'ai l'appel du père dans la foulée qui me dit écoutez, ouais, c'est vrai que je n'avais pas pris le temps de vous répondre avec les fêtes, etc. Mais en fait, je suis bien intéressé par le studio. Et puis il m'a fait une offre que j'ai acceptée. Et puis voilà, ça s'est fait très très facilement. Donc ce qui veut dire que le premier studio, par exemple, a été vendu comme ça, en 3 textos, j'ai envie de dire quasiment. Alors je connaissais les parents avant, donc c'est plus simple. Mais en 3 textos, ça a été vendu avec une négo minime, puisqu'il était affiché à 60 et il est parti à 57. Et j'en voulais 57 de toute façon. Donc je ne serais pas descendu en dessous et j'avais confirmé que c'était un prix fixe, un prix ferme. Donc ce qui veut dire que du coup c'est pareil, quand j'annonce un prix ferme à quelqu'un, forcément il se dit que ok, prix ferme, je peux pas négo, c'est soit j'accepte, soit je refuse. Ok. Donc là c'est tout, ça s'est fait comme ça. Et ce qui fait que du coup, vous voyez, il y a déjà un studio qui a été vendu par ce biais-là, tout simplement parce que j'ai osé demander au locataire. Et en plus, c'est votre devoir de demander au locataire parce qu'il est prioritaire sur l'achat. Et donc, du coup, en informant le locataire a dit ok, on le prend. Voilà. Un premier qui était vendu comme ça. Les autres, c'est un peu différent puisque du coup, les locataires, j'ai fait la même démarche, mais les locataires n'étaient pas intéressés par le studio. Ok, pas de souci. À ce moment-là, on le met en vente et puis on organise des visites. Donc où est-ce qu'on en est dans nos studios aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, donc il nous restait 3 studios du coup puisque le duplex a déjà été vendu. Donc du coup il nous restait un premier studio qui est en cours d'être acheté par les parents du locataire actuel. Donc ça c'est un premier studio qui est parti. On a réussi à vendre un deuxième studio on va signer le compromis là cette semaine ou la semaine prochaine. L'autre compromis, celui-là, c'était une vente, on va dire, classique. C'est-à-dire, voilà, le bien, une dizaine de visites sur le bien. C'est un bien pour qui on avait déjà eu une offre qui avait été acceptée, que j'avais accepté l'offre. Et puis, la veille, en fait, de la signature du compromis, les acheteurs s'étaient rétractés. Alors ça, c'est toujours un peu casse-pied. Voilà, il peut y avoir différents critères et finalement, je ne saurais jamais vraiment pourquoi ça s'est rétracté. Et à la limite, je ne cherche pas spécialement à savoir pourquoi ils se sont rétractés. Mais c'est vrai que c'est un peu énervant parce que ça nous fait perdre du temps. C'est-à-dire que là, ça c'est un dossier béton où en fait, voilà, les personnes achetaient sans clause suspensive puisqu'ils avaient les fonds directement. On avait fait du coup tous les diagnostics électriques et compagnie. On avait déjà fait le pré-état daté. Donc ça c'est le document qu'on demande au niveau du syndic de copropriété pour avoir un petit peu l'état comptable avant la vente. Donc on a déjà fait le pré-état daté. On a déjà fait plein de choses comme ça. Et puis en fait la veille de la signature du compromis, voilà, je reçois juste un mail en disant voilà, pour des raisons personnelles, je suis obligé de refuser. Voilà, c'est tout, ça s'arrête. Alors là, il y a 2 positions. C'est soit en effet on voit au clash avec eux,
puisque finalement ils sont engagés à travers leur offre d'achat. Mais si aller au clash, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va entre guillemets leur forcer un peu la main pour qu'ils signent le compromis. Mais c'est pas grave, ça change rien, puisqu'au final ils ont les 10 jours de rétractation, donc c'est-à-dire qu'ils vont se rétracter derrière. On aura juste fait perdre du temps à tout le monde, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc ou alors voilà, c'est tout, on le prend pour soi, on laisse tomber et puis on fait comme ça. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire, on n'a pas cherché, on l'a remis en vente, on l'a remis, on a reposté l'annonce et puis du coup ça a permis comme ça de décanter un petit peu les choses. Donc voilà, donc celui-là a été vendu de façon classique, une dizaine de visites, euh, avec certains qui sont positionnés sur une contre-visite. Donc j'espérais que ce soit vendu un petit peu plus tôt, puisque j'avais eu des contre-visites plutôt intéressantes, mais finalement voilà, des personnes qui ne souhaitaient pas ou qui n'étaient pas encore prêts à franchir le pas du locatif immobilier. Ça se respecte complètement, il n'y a aucun souci. Donc celui-ci est parti avec une petite négo. Alors je ne vais pas vous donner les chiffres exacts puisqu'on n'a pas encore signé le définitif, mais on va dire qu'on avait une négo à peu près de 4000 euros sur le prix affiché à la base. Sachant que voilà, je fais quand même une belle plus-value, on en parlera en détail dès que les biens auront été réellement signés, mais on fait une plus-value plutôt correcte. Donc voilà, donc 2 studios finalement sur les 3 étaient déjà vendus. Et puis donc aujourd'hui, j'ai toujours un studio qui est en vente avec des visites qui ont été plutôt intéressantes là en début de semaine, avec des personnes qui semblaient plutôt intéressées et qui doivent revenir à moi là ce week-end. Donc voilà, j'ai bon espoir finalement que ces 3 studios puissent être vendus, ce qui fait que du coup on aurait réussi à vendre, on va dire nos 3 studios en moins d'un mois, quoi. Donc c'est-à-dire que si en moins d'un mois en effet on trouve 3 acheteurs, c'est qu'on est déjà sur un marché qui est très porteur, puisque en effet on a beaucoup de personnes qui veulent investir sur de la petite surface pour démarrer en immobilier. Et donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ça veut dire que l'immobilier se démocratise. Et donc c'est vraiment plutôt intéressant. Donc voilà, donc faites bien attention à ça. Prenez bien le temps quand vous mettez un bien en vente, en effet, de bien rédiger l'annonce. Une fois que l'annonce est bien rédigée, prenez le temps de sélectionner déjà les visites par téléphone, ça c'est hyper important. Et puis après derrière, vous pouvez organiser des visites physiques avec le locataire. Alors c'est pareil, le locataire demande de lui plutôt ses disponibilités. Moi je sais que j'ai que des étudiants, la journée c'est souvent assez compliqué pour l'organiser. Par contre le fin de journée, ouais, ils n'ont rien à faire, donc ils sont au studio à partir de 18h30. Voilà, ça peut se faire assez facilement en fin de journée. Vous, ça vous arrange peut-être aussi au niveau de votre job, puisque généralement c'est quand même plus facile de prendre rendez-vous en toute fin de journée, voire début de soirée, qu'en plein milieu de la journée. Et puis généralement dites-vous aussi que les acheteurs ils ont une situation identique ou similaire à la vôtre, c'est-à-dire qu'eux aussi ils ont un job, eux aussi ils bossent, et donc forcément eux aussi c'est plus simple en fin de journée. Une fois que vous avez fait tout ça, si jamais vous avez une offre, prenez le temps d'y réfléchir à cette offre. N'allez pas précipiter les choses. Sauf si c'est une offre au prix, où à ce moment-là, en effet, on peut aller relativement vite, puisqu'on ne peut pas négocier le prix si c'est une vente au prix. Donc ça veut dire que vous attendez quand même, si par exemple vous avez passé 3-4 visites, attendez quand même de 3 jours. Attendez quand même de 3 jours pour voir s'il n'y a personne d'autre qui se positionne aussi au prix. Parce que si vous avez quelqu'un d'autre qui se positionne au prix, là du coup vous pourrez choisir le dossier qui vous convient le mieux. C'est-à-dire pour celui qui apporte le plus de garantie au niveau de son financement par exemple. Ou celui qui vous dit voilà je suis content sans clause suspensive d'obtention de crédit, forcément il va passer avant quelqu'un qui dit au contraire moi il faut un crédit et j'ai pas encore sollicité ma banque. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention quand on achète. Tout simplement parce qu'on sait que si on se plante sur le dossier de l'acquéreur, derrière, on va être embêté. On va être embêté parce que ça veut dire qu'on peut tomber sur quelqu'un où pendant 60 jours, on est en attente de sa recherche de crédit, donc il va réellement chercher un crédit. Au bout de 60 jours, il a un refus de toutes les banques. Vous avez perdu 2 mois, quoi. Et vous repartez à zéro, vous remettez votre petite annonce sur le bon coin et ça repartit à zéro. Donc ça fait toujours un peu, ça casse un peu les pieds à chaque fois de devoir revenir en arrière, de devoir recommencer à zéro finalement quelque chose que vous pensez avoir vendu déjà. Donc prenez le temps de la réflexion, même si c'est une offre au prix et que vous savez que vous avez eu des visites encore entre deux, n'hésitez pas. N'hésitez pas à relancer les personnes. Je veux dire, vous attendez une journée ou deux, au bout de 2 jours, si vous n'avez pas de retour de ces personnes, vous dites écoutez, j'ai une offre au prix, est-ce que vous êtes intéressé ou pas par le bien? Ça permet de la jouer franc jeu. Et ça, c'est encore plus facile, on va dire, quand vous avez eu des bons échanges pendant la visite. Et c'est pour ça, prenez le temps pendant la visite de discuter avec les gens. Ça veut dire que vous allez avoir un feeling qui va passer avec certaines personnes. Et du coup, à la limite, les personnes vont apprécier que vous les appelez pour dire voilà, où est-ce que vous en êtes? On a eu un bon feeling, vous sembliez intéressé par le bien. Aujourd'hui, j'ai une offre au prix, est-ce que vous voulez aussi vous proposer au prix ou pas? Ça peut être super intéressant. Il faut y aller. Comme d'habitude, ma phrase qui va devenir à bout d'un moment peut-être célèbre, c'est que si on ne tente rien, on n'a rien. Si on tente quelque chose, on a une chance d'avoir quelque chose. Donc, et n'hésitez pas à poser la question et de dire tout simplement, voilà,
est-ce que vous êtes intéressé ou pas? J'ai une offre au prix, je compte l'accepter si vous positionnez pas. Maintenant, si vous vous positionnez au prix, eh ben, on peut commencer à y réfléchir et j'aurai un choix à faire entre deux dossiers. Il faut être très clair, il faut être honnête, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, au pire, vous avez une offre au prix. Donc voilà, c'est tout, c'est fait. Donc voilà, donc prenez le temps d'écouter un petit peu les offres qu'on peut vous faire, essayez de bien les analyser aussi pour bien voir un peu si en effet les dossiers sont sérieux, s'il y a des financements, s'il n'y a pas de financement. Tout ça, c'est des critères qui doivent être pris en compte pour pouvoir débloquer un dossier. Peut-être aussi voir le temps qu'ils ont, hein. Il y en a certains qui, alors c'est pareil sur la petite surface, ça n'arrive très rarement, mais il y a certains acheteurs qui vont vous faire une offre, mais sur une vente longue par exemple. Bah voilà, il faut voir si ça vous arrange ou est-ce que ça vous arrange pas une vente longue. Alors une vente longue, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est qu'on passe chez le notaire tout de suite, on va dire à l'instant T, mais par contre, on sait que la signature aura lieu que dans 4 mois, 5 mois par exemple. Ça permet généralement aux personnes de réussir à vendre eux leur propre logement, ou ça permet voilà, de faire des travaux, de faire peu importe, j'en sais rien, ou alors ça permet à vous, acheteurs, de pouvoir vous retrouver une autre solution en attendant que la vente se décante. Ouais, il y a plein de choses comme ça, donc on peut faire des ventes longues, mais donc sur des petites surfaces, c'est pas hyper intéressant puisque c'est pour faire du locatif généralement étudiant ou immobilier, mais voilà, de jeunes couples, etc. Il n'y a franchement pas d'intérêt de faire une vente longue. Maintenant, après, bah, on sait jamais, hein. Si vous avez la possibilité, pourquoi pas, il ne faut pas fermer la porte non plus. Vaut mieux une vente longue que pas de vente du tout. D'accord. Donc ça, c'est juste protégez-vous, donc n'hésitez pas à en discuter avec votre notaire, hein, c'est votre meilleur allié dans la transaction. Donc discutez-en avec votre notaire. Mais si le notaire dit qu'il n'y a pas de loup et que ça, en effet, on peut le faire comme ça et qu'il n'y a pas de danger, bah, allez-y. Hein. Si ça vous dérange pas d'avoir une vente longue, allez-y, pourquoi pas. Hein. Si vous n'attendez pas après l'argent, en effet, ça peut être une solution. Donc voilà, donc prenez bien le temps d'étudier les dossiers avant de vous prononcer. Euh, Ça sert à rien de se précipiter, c'est-à-dire que dès qu'on a une offre, ça sert à rien de sauter sur le téléphone. Oui, 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 j'accepte, j'accepte, j'accepte. Non, prenez le temps. L'immobilier, c'est quelque chose qui va lentement, qui va doucement. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Si vous avez un prix qui vous semble abordable au premier coup, mais qui est négocié, n'hésitez pas à faire une contre-proposition. C'est ce qui s'était passé, nous, sur la vente du premier studio. Alors finalement, c'est devenu caduque, mais c'est pas grave. On avait une première proposition qui était à 5000 euros en dessous du prix de vente. Moi, ça me paraissait un petit peu bas. Et donc, au téléphone, c'est ce que j'ai changé avec elle. Je dis voilà, moi, je tiens compte de votre proposition. Alors, elle ne l'avait pas formulée comme une vraie offre d'achat, mais elle avait plutôt formulé comme une proposition, un petit mail simple en disant bah ouais, écoutez, nous, on pense se positionner à autant. Donc, du coup, moi, je l'avais appelée, on avait discuté du truc avec elle. Et puis, ce que j'avais dit, je dis bah écoutez, maintenant, vous connaissez ma position par rapport à ça. Moi, ça me paraît un petit peu faible, votre proposition, mais elle s'étudie quand même. Je pense qu'un compromis entre les deux, voilà, on devrait trouver assez facilement un accord entre les deux. Et puis derrière, bah, je vous laisse du coup réfléchir à ça et puis me faire une proposition, on va dire, plus officielle par une offre d'achat au prix que vous estimez être le bon. Donc ça veut dire que voilà, on va donner un exemple pour pas donner des choses concrètes, mais admettons qu'il y avait, je sais pas, le bien était à vendre à 45 000 euros, elle vous a fait une proposition à 40. 40, ça vous paraît un petit peu bas, et bah du coup, on lui fait cette proposition de dire, bah écoutez, moi ça me paraît un peu bas, maintenant je vous laisse réfléchir, et puis revenez vers moi par une offre écrite, et comme ça on pourra aborder les choses. Et donc du coup, j'ai reçu son offre écrite qui était finalement augmentée de 3500 euros. Ça veut dire que du coup, c'était l'équivalent de 43 500 si on prend ce chiffre fictif pour une mise en vente à 45 000. Ah ouais, ok, là ça s'entend complètement. Avoir une baisse de 1500 euros de négociation sur un prix d'un studio comme ça, ok, moi je signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, c'est des choses, ça peut être intéressant, c'est de dire à la personne, je ne suis pas fermé, j'entends votre proposition qui est tout à fait raisonnable. Maintenant, ça me paraît un peu bas, est-ce que vous, de votre côté, vous faites un petit quelque chose pour l'augmenter? Donc n'hésitez pas aussi à négocier quand vous avez une offre. Si c'est une négociation qui est justifiée, qui est claire, qui est franche, qui est honnête, la personne ne vous en voudra pas. Elle connaît le deal, elle connaît le jeu, c'est-à-dire c'est le jeu de faire ça. On est dans l'immobilier, ça veut dire qu'on négocie, ça veut dire qu'on échange, ça veut dire que des fois on se fait avoir, des fois on ne se fait pas avoir. Oui, on a toujours la crainte de dire oui, mais si je négocie, peut-être qu'il va se rétracter et finalement qu'il ne fera pas de contre-proposition. Ouais, c'est un risque. Sauf que là, moi, je l'avais joué sécure, puisqu'en fait, je lui disais, bah ok, j'entends votre proposition, et en effet, elle n'est pas complètement déconnante, sinon je l'aurais refusé directement. Maintenant, ça me paraît un peu bas. Je vous laisse réfléchir à ça et vous revenez vers moi. Au pire, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait confirmé son offre au prix qu'elle m'avait annoncé de départ, à 40 000 euros, par exemple, dans mon exemple. Bah, ok, j'aurais pu prendre ma décision par rapport à ça. Au mieux, bah là, elle est revenue avec une offre qui était à 3500 au-dessus. Bah ouais, bah sur un petit studio, gagner 3500, c'est pas négligeable.
Donc voilà comment on peut mener aussi une négociation, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une offre, même si elle est intéressante, qu'il faut s'arrêter forcément à ce prix-là. Il ne faut pas hésiter à en échanger. Prenez le téléphone, clairement arrêtez les mails. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut parler avec la personne. On est des humains, on peut se comprendre, on comprend l'intonation de la voix si on est dans le bon, si on est dans le pas bon, et on peut négocier, on peut ajuster notre discours. Moi, si au téléphone, j'avais senti qu'elle était très braquée par rapport à ce 50 000, bah, j'aurais changé ma posture en disant ok, pas de souci. À ce moment-là, bah, faites-moi l'offre à 50 000 et puis comme ça, j'ai réfléchi par rapport aux autres offres que je peux éventuellement recevoir. Mais c'est tout. Mais là, je sentais qu'elle était plutôt ouverte, elle aussi, à la négociation. Bah, il faut le tenter en disant voilà, moi ça me paraît bas. Maintenant, si vous pouvez vous faire un petit geste, moi j'en ferai un de mon côté et puis bah par votre offre, on arrive à trouver un juste milieu. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça, n'hésitez surtout pas à négocier, ça peut être hyper intéressant. Finalement, vous avez plus à gagner qu'à perdre à faire ça. Donc voilà un peu le thème que je voulais aborder aujourd'hui. Donc on arrive déjà sur une trentaine de minutes, ça passe très vite le temps quand on discute comme ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails. Donc l'adresse mail c'est asbv.invest@gmail.com. N'hésitez pas aussi à liker, à partager ce podcast si vous est intéressé. Je vous dis la semaine prochaine, il y aura peut-être un petit épisode un peu exceptionnel. Et donc les personnes de podcast, je vous redirigerai plutôt vers sur YouTube. Tout simplement parce que je risque fort de vous présenter une visite finalement de ce bien immobilier qu'on a acheté, cet immeuble de rapport. Et donc ça vous permettra de voir un petit peu les choses par rapport à ce projet-là. Écoutez, je vous laisse. Moi j'arrive au boulot, je vais pouvoir reprendre ma journée tranquillement. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain podcast. Et ciao ciao.